journal, le télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour le Point Journal. À la une de l'actualité, le CEP constitue finalement le bureau du contentieux électoral national, chargé de trancher sur la quinzaine de cas de contestation de candidature aux prochaines législatives. Un verdict qui retarde la publication de la liste définitive des candidats agréés annoncée pour le 1er mai dernier. C'est Sauveur Pierre-Étienne qui représentera l'OPL aux prochaines élections présidentielles après avoir remporté les primaires du parti avec 63% des voix exprimées. Jackie Lumarc, lui, représentera la plateforme Vérité. Le Venezuela félicite Haïti pour sa bonne gestion des fonds générés par Petro-Caribé. Une commission de haut niveau du programme a rencontré hier des responsables haïtiens autour d'un plan visant à libérer Haïti de la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Plusieurs institutions de la société civile invitent à marcher pacifiquement demain mercredi à Port-au-Prince pour contester la libération de Sonson La Familia et le Récif accusé de kidnapping et trafic de drogue. La marche qui partira du Champ de Mars aboutira devant le siège du ministère de la Justice. Ce 5 mai marque la journée internationale des sages-femmes, occasion pour l'Association des infirmières sages-femmes d'Haïti et ses partenaires de sensibiliser sur l'importance des sages-femmes qui ont contribué à réduire les décès maternels dans le monde de 50% en 1990. À l'étranger, les États-Unis enregistrent leur déficit le plus élevé depuis près de 6 ans et demi. En mars dernier, une baisse de capitaux due à l'augmentation des importations selon le département du commerce. Et puis l'Autriche porte plainte contre l'Allemagne pour renseignements secrets à son détriment après les révélations sur l'espionnage présumé du renseignement allemand pour le compte des États-Unis. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies.
Merci de votre fidélité à Télésignal. Tout de suite, le développement du journal. C'est finalement ce mardi après-midi que le Conseil électoral provisoire a procédé au tirage au sort devant conduire à la constitution du Bureau du contentieux électoral national. Le BCEN qui est saisi pour trancher sur la quinzaine de cas de contestation de candidature aux prochaines législatives. Le BCEN aura son siège au Conseil électoral provisoire à Pétionville. Il est composé de 3 sections comprenant chacune 2 conseillers électoraux assistés de 2 avocats et un magistrat professionnel. Les avocats sont retenus après un tirage au sort réalisé à partir d'une liste soumise par la Fédération des barreaux d'Haïti. Suivez les précisions du conseil électoral Vigeonnette Desméreaux sur la composition du BCEN au micro de Wendy Harry. Il s'agit de Madame Yolette Mengwal, présidente de la première composition. Maître Néhémie Joseph, Maître Charles-Pierre Whitley, Maître Pierre Junias et le magistrat juge Franz Driss. Ça, c'est pour la première composition. La deuxième composition sera présidée par M. Ricardo Augustin et Jacques-Céus Joseph. Et pour les 2 avocats, il est d'abord Maître Robert Jean-Louis Gamaël Dieudonné et accompagné d'une juge issue du CSPJ. C'est la magistrate juge Clonie Rose Pierre-Jules. La troisième composition est constituée de M. Vigeonnette Desméreaux, conseiller au CEP, et Mme Lucie Marie-Carmel Paul Austin, conseillère au Conseil électoral provisoire, et avec les 2 avocats, Maître Marc Réal Cadet et Maître Ous Célestin, et d'une juge du CSPJ, la magistrate Mimose A. Janvier. Ainsi constituées les 3 compositions. Soulignons que c'est le verdict du BCEN sur une quinzaine de cas de contestation de candidature aux prochaines législatives qui retarde la publication de la liste définitive des candidats agréés. Annoncé pour le 1er mai dernier, selon le Conseil électoral Néhémie Joseph, le Bureau du contentieux électoral national a été constitué conformément au prescrit de l'article 186 du décret électoral qui indique clairement comment saisir le BCEN. Néhémie Joseph indique les étapes à suivre au micro de Wendy Henry. Dans tous les cas, le greffe de l'organe contentieux saisi affiche dans ses locaux la requête du candidat contestataire et avise les parties dont les intérêts peuvent être mis en cause au moins 48 heures avant l'audition de la cause, tout en leur notifiant une copie certifiée conforme par le président du dit organe les pièces suivantes. Il y a d'abord la requête de la partie demanderesse, la copie de la décision attaquée, le numéro de la carte d'identification nationale SIN du candidat et de son mandataire, et enfin le récépissé attestant le paiement de la caution prévue à l'article 183 du présent décret. Puisque nous venons de former les compositions et que chaque composition est présidée par l'un de ses membres, nous allons maintenant travailler en composition pour que les greffiers, suivant les instructions du président, notifient les parties défenderesses pour qu'elles viennent produire leurs conclusions, tout en annexant à cette notification les documents exigés par l'article 186. Autre nouvelle, c'est le professeur Sauveur Pierre-Étienne qui représentera le parti Organisation du Peuple en lutte aux prochaines élections présidentielles. Monsieur Étienne a remporté les élections primaires au sein de l'OPL avec 63% des voix exprimées. Le parti Organisation du Peuple en lutte apportera tout son support à Sauveur Pierre-Étienne lors des prochaines élections, promettent Harry Marsan et Ronald Deshommes, tous deux membres de la commission électorale pour les élections primaires au niveau de l'OPL.
Ils étaient au micro de Wesley Antoine et Yvan Saïd. En termes de monde. Alors, l'un traité pour ces verbalio, c'est le coordonnateur général du parti, le docteur Sauveur Pierre-Etienne, qui gagnait les primaires. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire le candidat pour OPL officiellement matin, c'est Sauveur Pierre-Etienne. Comme ça, nous avons dit également le prochain candidat du pays, la Sauveur Pierre-Etienne. Nous avons fait, les délégués ont fait bon choix. OPL, nous avons eu 4 bons candidats qui étaient aisément, facilement représenter valablement OPL et PIA. S'il était sénateur de la Course, nous sommes très satisfaits. Sénateur François Annick, nous sommes très satisfaits. Sénateur Edgar Leblanc-Fils, nous sommes très satisfaits. Et avec Sauveur Pierre-Etienne, nous toujours satisfaits. Et nous faisons appel à tout le monde, à surtout dirigeants OPL, militants OPL, membres OPL, sympathisants OPL, pour commencer à vendre le projet ça. Vendre la personnalité de Sauveur Pierre-Etienne. Combien alors? Et pourcentage de vote. Pourcentage de vote, nous avons Sauveur Pierre-Etienne qui fait 63% voiture. 63% voiture. Nous avons un sénateur de la Course qui fait 6% de voiture. Nous avons Edgar Leblanc qui fait 22% de voiture. Nous n'avons pas choisi le pourcentage vote sénateur Annick parce que l'ité exprimé, l'ité dit, l'ité écrit, l'ité demandé que l'IP pas participer dans la deuxième étape et première là et sous base ça pas autorisé que nous continuions et donc dans ce sens ça nous pas bail pourcentage pour sénateur Annick. L'ex-sénateur du département du Nord-Ouest, Mélius Hippolyte, demande à la DGI de revoir à la baisse la taxe exigée des ASEC dans le Nord-Ouest pour leur inscription aux élections municipales et locales. La taxe exigée, qui varie d'un département à un autre, est évaluée à 80 000 gourdes dans cette zone, mais les paysans n'ont pas une source de revenus capable de les permettre de payer ce frais, défend le sénateur Mélius Hippolyte au micro de Wesley Antoine et Yvan Saïd. Paysans qui n'ont pas gagné aucun salaire. Des paysans sous des revenus, c'est la terre, c'est l'agriculture. Et souvent dans le nord-ouest surtout, côté, il y a une sécheresse qui pèse dans la zone depuis plusieurs mois, qui fait que les paysans n'ont pas fait aucune récolte, au point que même bétail, meunier, gros bétail, a mouru parce qu'ils n'ont pas eu de l'eau pour boire. Et les gens ont demandé pour payer déclaration définitive d'impôt qui est évaluée par cartel 80 000 gouttes. Nous voyons que c'est exclu, ils veulent exclure et classe Mounsao de processus électoral là. Eh bien, nous dénonçons ça et nous demandons que au niveau des conseils électoraux, au niveau des DGI et l'État central là même en totalité, il n'est pas trop tard pour baisser ou bien étirer taxe ça, yo mettez sous des ASEC qui pas gagnent rien, yo pas le toucher et pourtant yo c'est un maillon important dans la chaîne électorale là. Le parti politique Racine Campepla se dit très inquiet par rapport à la conjoncture électorale dans le pays. La porte-parole du parti, Camille Chalmers, dit constater que des forces externes se sont mis d'accord pour remplacer les élections prévues cette année par une transition. Camille Chalmers demande à la population d'être très vigilante afin d'éviter au pays les conséquences des manœuvres de la déstabilisation. L'une de ces manœuvres, indique-t-il, est le phénomène d'insécurité. Camille Chalmers au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Et il y a des forces externes, notamment, qui expriment déjà depuis le mois de novembre 2014, qui ont même qui dit que le pays doit aller vers une transition longue. Ils ont même chiffré transition à 38 mois. Ils ont dit qu'il faut aller vers une transition de 38 mois. Pour qui ça a besoin de transition de 38 mois? Pour qu'il y ait un fonds de changement dans le pays, dans le sens intérêt oligarchie, dans le sens intérêt impérialiste. Et dans ce sens, ils ont parlé, par exemple, d'une transition qui permet de faire un changement de régime politique. Parce que la Constitution 87, là, qui c'est ensemble de conquêtes démocratiques qui étaient faites
après renversement Jean-Claude Duvalier en 86, il y a un ensemble de bagages que vous parlez, notamment, il y a besoin de retourner au régime présidentialiste, il y a besoin de réduire le pouvoir parlement, il y a besoin d'éliminer les obstacles sur la question de la nationalité, il y a besoin d'éliminer tout obstacle à la pénétration du capital transnational, etc. Donc, il est très important que la population soit très vigilante pour être capable d'échapper à toute manœuvre de déstabilisation qui voulait empêcher que l'élection faite dans l'année 2015. Pour que nous avons souligné sur la question de déstabilisation, c'est la question de l'insécurité. Dans la dernière Assemblée générale Patian, tout rapport que nous recevons de différentes régions montre nous que depuis décembre 14, janvier 2015, il y a une montée de l'insécurité. Une remontée de l'insécurité à travers des assassinats, à travers des kidnappings qui recommencent à fleurir, à travers différents disons, attaques qu'a faites contre la population, contre l'intérêt. Et très souvent, dans plusieurs régions, il y a signalé qu'il y a des groupes armés qui sont déjà constitués pour être capables de préparer tête pour l'élection. Donc, qui est-ce que le groupe armé ça va faire pendant la période électorale? Pour qui est-ce qu'il y a travaillé dans l'intérêt qui est? Nous pensons que Fanta l'ouvrir nous pour nous comprendre la question ça très bien. De son côté, le secrétaire exécutif du parti, Racine Campepla René Elsanon, a dénoncé le bureau du contentieux électoral départemental qui a autorisé, après jugement, la première dame de la République à participer aux prochaines législatives. La candidature de Sophia Serami Martelly au Sénat pour le département de l'Ouest est contestée pour cause de double nationalité. René Elsanon estime que c'est une décision politique et immorale. René Elsanon. Nous dénonçons cette décision BCED prend pour dire Mme Martelly qualifiée pour participer à l'élection comme candidat Sénat. Nous croyons que la décision, ça, sont décisions politiques. Une décision politique, mais immorale et sans éthique politique. Là, nous considérons doute qui gagne sur la nationalité Mme Martelly. Parce qu'en fait, il est clair que Mme Martelly, c'est une citoyenne américaine qui fait aux États-Unis, qui passait environ 50 années là, fonctionner avec passeport américain. Donc, c'est quelques mois qu'il gagne seulement depuis l'immense nationalité haïtienne. Donc, dans ce sens, ça nous dit décision BCDA sont décisions immorales et sans éthique politique. Et l'autre problème encore qui gagne la décision, ça, c'est que Mme Martelly gagne même démarche pour aller devant la justice pour question gestion fonds publics. Parce qu'en fait, l'État supposé gagne pour le rendre compte, gagne pour le jouer une décharge parce que l'État gère fonds publics. Donc, dans ce sens, ça, une autre fois encore, nous dit décision BCEDA sont décisions immorales et sans éthique politique. Comme annoncé en titre, Madame, Messieurs, Haïti assure une bonne gestion des fonds générés par le programme Petro-Caribé. C'est l'avis du Venezuela, pays ami initiateur du programme visant principalement à soutenir le développement du pays bénéficiaire. Le président du programme, Bernardo Alvarez Herrera, a en ce sens adressé une correspondance hier lundi au directeur du bureau de monétisation à Port-au-Prince afin de féliciter le gouvernement haïtien pour sa bonne gestion des fonds du Petro-Caribé et pour l'investissement de ces fonds dans des projets de développement durable, informe l'ambassadeur du Venezuela en Haïti. Selon Pedro Antonio Canino González, toujours dans le cadre des efforts du gouvernement vénézuélien pour soutenir les efforts de développement d'Haïti, une commission importante du programme Petro-Caribé s'est entretenue hier lundi avec des représentants du ministère de l'Agriculture et de la FAO. Il était question pour les membres de la délégation de discuter d'un plan visant à libérer Haïti de la pauvreté et l'insécurité alimentaire, précise l'ambassadeur vénézuélien en Haïti. Tengo el agrado de dirigirme a usted, llegar un cordial saludo y hacer referencia a la gestión realizada por el Buró de Monetización y el Gobierno de la República de Haití en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014. Una vez finalizado el proceso de auditoría del mencionado periodo, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela pudo constatar con beneplácito el éxito de la gestión emprendida
por el Buró de Monetización y el Gobierno de la República de Haití en la ejecución de los proyectos de cooperación y de inversión, así como su correcta... nous suivons procédure interne, nous te mettons d'accord sur yo. Et même bagay sa yo, projet sa yo, c'est vision fondamentale Pedro Caribe. Elle a fini lettre là, il dit comme ça. Pendant m'a souhaité un pile succès, projet n'a continué mettre sous pied. Moi profiter occasion ça pour moi redire encore j'en gagne un pile estime pour puis une considération sans pareil. Il faut dire que l'administration Martelly Lamotte est sévèrement critiquée pour sa gestion des fonds générés par le programme Petro-Caribe. L'opposition lui reprochait d'avoir détourné les fonds en question en prétextant les investir dans des projets d'assistance sociale importants pour améliorer les conditions de vie de la population. Une commission de haut niveau du programme Petro-Caribe était en Haïti hier lundi, rapporte l'ambassadeur du Venezuela en Haïti. Cette commission, qui a rencontré les responsables du ministère haïtien de l'Agriculture et le représentant de la FAO en Haïti, devait analyser une série de politiques permettant d'aider à mettre fin à la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans le pays. Selon Pedro Antonio Canino González, la délégation vénézuélienne et les représentants du gouvernement haïtien ont dressé un plan global qui sera exécuté à moyen et à long terme. Les précisions de Pedro Antonio Canino González au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Ayer estuvo una comisión de alto nivel de Petrocaribe en Haití. Hier, tu as une commission au niveau Petrocaribe qui a visité Haïti. Nous sommes venus avec l'objectif pour être capable d'analyser une série de politiques, pour être capable de avec la pauvreté et puis gangou en Haïti. La commission ça a chita parler ensemble avec le ministère de l'Agriculture et puis avec le représentant FAO en Haïti. Ils ont arrivé à dresser une série de plans pour être capable de combattre avec pauvreté et puis gangou en Haïti. L'objectif, c'est une série d'objectifs qui pour faire à moyen terme et puis à long terme. Et ça fait là, on demande est-ce qu'il y a un changement dans la politique révolution bolivarienne en Haïti? Moi, répondre changement capable d'aller pour plus devant dans le progrès. Ce n'est pas bac changement. Mais c'est comme ça que tu as une visite Petro-Caribe, une visite qui est très importante. Mais c'est ça qui fait coopération ça, Venezuela en Haïti. C'est une coopération qui a fait progrès et puis qui a élargi. Une coopération bilatérale et puis solidaire. Une coopération bilatérale solidaire. Soulignons que le gouvernement vénézuélien, à travers son représentant en Haïti, remercie le peuple haïtien pour son soutien dans le cadre de la signature d'un document dénonçant la déclaration du président Barack Obama, présentant le Venezuela comme danger économique pour les États-Unis en Haïti, faisait en effet partie des 134 pays ayant signé le dit document, reconnaît le diplomate vénézuélien Pedro Antonio Canino González, dit souhaiter que la coopération de solidarité entre Haïti et le Venezuela puisse continuer. Autre point de l'actualité, des organisations, institutions et personnalités de la société civile projettent de marcher pacifiquement ce mercredi à Port-au-Prince. L'objectif de cette initiative, dénoncer la libération de Rodlietea, alias Sonson La Familia, et Ronel Nelfort, alias Le Récif, accusés entre autres de trafic de drogue et d'enlèvement le 17 avril dernier, qu'elle qualifie de parodie de justice. La marche, qui a pour credo « Réveil citoyen contre l'impunité et la corruption en Haïti », débutera au Champ de Mars, fera un premier stop devant le siège du ministère de la Justice pour aboutir devant les locaux du parquet de Port-au-Prince. Au boulevard Harry Truman, tout de suite après, une délégation de contestataires se rendra à Frères pour remettre la déclaration finale de la marche aux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Plus de précisions avec Viles Alizar, membre du réseau national de défense des droits humains, au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Ça fait longtemps, depuis 1986, notre bataille, notre transition entre dictature et démocratie. Dans la bataille, il y a un pile qui est déjà passé dans la bataille là. Nous continuons la bataille, mais cependant, nous n'avons pas vraiment progressé dans ce sens-là. Donc, chercher à garder pour que ça ne va pas progresser comme ça. Et puis, ajouter à la situation ça, qui passe dans le tribunal pour l'instance de Port-au-Prince, faire nous rendre compte de l'arrivée pour que
nous organisons une manifestation ça, que nous baptisons Réveil citoyen contre l'impunité et la corruption dans le pays. Son match qui a commencé Champ de Masse, statue Jean-Jacques Dessalines, nous avons monté dans Magny, avenue Magny, nous avons fait un petit campé devant le ministère de la Justice, là nous avons délivré un message. Après ça, nous avons continué à monter sur Turjo. Nous avons tourné à droite dans Alixois pour nous arriver dans la rue. Nous arrivons dans la rue, nous descendons. Et nous descendons juste pour arriver dans le palais de justice, Harry Truman. Et c'est là que la manifestation a fini. Et immédiatement, elle finit. À ce moment-là, il y a une délégation qui lui-même a monté pour frère, école magistrature, pour aller CSPJ, pour aller porter déclaration que nous gagnons pour CSPJ dans ces circonstances-là. On va parler santé à présent, sage-femme pour un avenir meilleur. C'est autour de ce thème que la journée internationale des sages-femmes a été célébrée à travers le monde ce 5 mai 2015. En Haïti, une journée de réflexion sur cette profession a été organisée à Pétionville à l'initiative de l'Association des infirmières sages-femmes d'Haïti et ses partenaires dans le MSPP, l'UNFPA et la Foundation for Advancement of Haitian Midwives. L'occasion pour la vice-présidente de l'association, Vardine Jean-Baptiste, de rappeler l'importance des sages-femmes dans la santé maternelle dans le monde entier. Pour Madame Jean-Baptiste, le renforcement de la pratique de sage-femme peut donner de grands résultats. De son côté, la directrice de l'Institut national supérieur des sages-femmes, Ketli Chevalier, a souhaité que la condition des sages-femmes doit s'améliorer pour que, dit-elle, l'avenir soit meilleur. Les propos de Vardine Jean-Baptiste et Ketli Chevalier sont recueillis par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Le 5 mai, Journée internationale des sages-femmes, nous rappelle l'importance de leur rôle pour l'amélioration de la santé maternelle dans le monde entier. Sage-femme pour un monde meilleur, tel est le thème de cette année. Elle rappelle que la sage-femme contribue sensiblement à un meilleur futur en fournissant des services de santé reproductrice, maternelle et néonatale de qualité. En prenant soin des femmes et des bébés, les sages-femmes s'assurent de leur bonne santé et de leur épanouissement au sein de leur communauté. Les sages-femmes qui sont formées et réglementées selon les normes internationales peuvent fournir 87% des soins essentiels pour les femmes et les nouveau-nés. De 2000 à 2014, l'École nationale d'infirmières sages-femmes a formé 530 infirmières sages-femmes qui sont réparties sur tout le territoire du pays. Ainsi, le 27 janvier 2011, un nouvel arrêté présidentiel porte à la création de l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes, dont le sigle est INSF-SF. Le métier de sage-femme exige patience, détermination, des qualités qu'il faut cultiver pour affronter les vicissitudes quotidiennes parce que le monde a besoin de vous, sages-femmes, aujourd'hui plus que jamais. Réduire le taux de mortalité néonatale et maternelle en passant par l'augmentation de l'accès aux soins est l'une des priorités du ministère de la Santé publique et de la Population, rappelle Fritz Michel, représentant du MSPP à cette journée de réflexion autour du métier de sage-femme. Dr Michel a précisé que des démarches ont déjà été entreprises à cet effet. En exemple, il a cité la construction de plusieurs centres de soins obstétrico-néonataux d'urgence, de base et de césarienne à travers le pays. Pour la représentante de l'UNFPA, Marielle Sander, les décès maternels ont diminué de 50% en 1990 dans le monde grâce aux sages-femmes. Cependant, Mme Sander dit consciente que ces progrès sont insuffisants. Les précisions du docteur Fritz Michel et Marielle Sander sont recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Elle a entrepris de construire des SONUB, qui sont des centres de soins obstétrico-néonataux d'urgence de base, et également de mettre en place des SONUC, qui sont des soins et qui sont des centres où l'on puisse faire des césariennes. Les SONUB sont en principe gérés
par des sages-femmes. Ce sont des cliniques où les soins de santé maternelle et infantile sont donnés aux femmes par des femmes. Nous sommes fiers des progrès enregistrés dans le monde par rapport à l'objectif 5, à savoir l'amélioration de la santé maternelle. Comme l'a rappelé notre directeur exécutif, Dr Babatunde Osetimehin, les décès maternels ont diminué d'environ 50%, soit de 583 000 en 1990 à quelques 289 000. Ces progrès sont remarquables, mais ils ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, près de 500 femmes continuent de mourir chaque jour dans le monde, des complications de la grossesse et de l'accouchement. Autre point, le 7e congrès universitaire de la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince se déroulera du 8 au 10 mai prochain sous le thème « Force de la manipulation au niveau de l'université haïtienne ». Thème choisi dans l'objectif de sensibiliser les étudiants sur leur positionnement face aux manipulations économiques et politiques. Environ 15 000 étudiants issus des 10 départements géographiques du pays sont attendus à ce congrès annuel organisé par la pastorale universitaire à l'occasion de la fête du drapeau et de l'université le 18 mai. Plusieurs personnalités telles la constitutionnaliste Myrlande Hippolyte Maniga, le docteur Rony Gillot et le professeur Patrice Dumont interviendront lors des conférences et débats prévus durant ce congrès. Suivons tour à tour les précisions du directeur et du coordonnateur de la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince au micro de Westé Antoine et Yvan Seyid. Congrès ça, l'y a fait pour capable aider étudiants yo, positionner yo de manière directe par rapport à tout ça qui est capable de faire comme manipulation. Objectif là, c'est surtout pour que, au fur et à mesure, étudiants yo arrivent prendre conscience que yo pas doué quitter monde manipuler yo. Manipulation sous forme politique, manipulation avec l'argent sous forme économique, manipulation sous forme psychologique. Congrès a fait dans local faculté des sciences infirmières de l'UNDH qui PACO. C'est presque en face des DOA. Il y a de très beaux jardins que nous avons aménagés pour le congrès. Un jeune qui t'a aimé participer au congrès universitaire, il faut d'abord l'universitaire. Et avec 4 universités, il passe inscrit dans le pastoral là, au plus tard jeudi midi, parce que le nombre d'étudiants que nous avons recevoir est limité à 1500. Et il y a une pile de délégation province qui ont inscrit déjà. Nous avons comme conférencier professeur Jean Poincy, professeur Pierre-Marie-Michel Pacquiao et Gladys Prosper, docteur. Samedi 9 mai, de 9h à 11h, deuxième conférence débat. La fête sous aspect économique CIGEA. Nous avons comme conférencier sénateur Jocelyn Privert, professeur Camille Chalmers, professeur Eddie Labossière et économiste Kessner Farrell. L'actualité hors de nos frontières. Les États-Unis ont enregistré un rebondissement d'un déficit en mars le plus élevé depuis près de 6 ans et demi. Selon le département du commerce, le déficit a atteint le seuil de 43%. Cette baisse de capitaux est due à l'augmentation des importations, situation qui pourrait entraîner, en plus d'une croissance, une contraction du PIB américain au premier trimestre. Plus d'explications avec ce reportage de nos confrères de Euronews. Le déficit commercial des États-Unis a atteint au mois de mars son niveau le plus élevé depuis près de 6 ans et demi, les importations ayant fortement augmenté après avoir été bloquées par un conflit social dans certains ports de la côte ouest, ce qui laisse présager une contraction du produit intérieur brut au premier trimestre. Le département du commerce a annoncé mardi que le déficit commercial a bondi de 43%, ce qui devrait entraîner non plus une croissance mais une contraction du PIB américain au premier trimestre. La deuxième estimation sera publiée à la fin du mois. La première avait donné 0,2% de croissance du PIB.
L'énergie dégagée par le séisme survenu le 25 avril dernier au Népal est 700 fois supérieure à celle dégagée par la bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945. Ces informations sont révélées par l'équipe du professeur Etiomos Lekas, expert en catastrophes naturelles, craignant un nouveau tremblement de terre au Népal dans les prochains mois. Le chef de la mission technique d'assistance de l'Université d'Athènes explique que cette catastrophe pourrait affecter toute la région. Reportage Euronews. 7557 morts selon un bilan toujours provisoire et un spectacle de destruction totale après le séisme qui a frappé le Népal la semaine dernière. Pour en parler, Euronews a rencontré un professeur de géologie à l'Université d'Athènes. Éminent sismologue, il revient d'une mission de 5 jours à Katmandou. Nous nous sommes rendus à Katmandou et nous avons découvert un paysage de destruction absolue. Tout s'est effondré, même autour de la capitale. Nous sommes arrivés au moment où les équipes de secours commençaient leur travail. L'équipe de ce géologue va travailler avec les autorités locales pour reconstruire les immeubles détruits de la manière la plus sûre en cas d'un nouveau tremblement de terre. Les gens ont très peur. Alors les premières semaines ou même les premiers mois, ils vont rester dans des espaces ouverts et ne reviendront pas près de leur maison. Il y a aussi beaucoup de gens qui fuient Katmandou. On peut voir des kilomètres de queues de personnes qui attendent que le bus les conduise en dehors de la capitale. La population a peur, elle cherche à fuir en masse Katmandou, mais la promesse d'un avenir meilleur n'est sûrement pas au bout de cette voie de chemin de fer. Les gens que nous avons rencontrés sont des survivants. Ils sont habitués à vivre dans des conditions difficiles. C'est la région la plus montagneuse de la planète. Les gens sont habitués à vivre avec peu de choses et cela est accentué par leur religion. Les opérations humanitaires devraient durer des semaines, voire encore des mois. Plus de 131 500 militaires et policiers participent désormais aux opérations de secours, aidés par plus de 100 équipes étrangères. La chancelière allemande Angela Merkel fait l'objet de reproches après les révélations sur l'espionnage présumé du renseignement allemand pour le compte des États-Unis. L'Autriche a porté plainte et réclame des explications à l'Allemagne à ce sujet. La plainte a été déposée auprès du parquet de Vienne mardi pour renseignement secret au détriment de l'Autriche. Plus de détails avec nos confrères d'Euronews. Les reproches et la défiance à l'égard d'Angela Merkel continuent après les révélations sur l'espionnage présumé du renseignement allemand pour le compte des États-Unis. Après le groupe Airbus qui a porté plainte, on a appris ce mardi que c'est l'Autriche qui avait elle aussi ouvert un contentieux pour un possible espionnage de plusieurs de ses responsables politiques. Sigmar Gabriel, ministre allemand de l'économie et dirigeant du SPD, le parti social-démocrate, a fait savoir qu'il avait interrogé lui-même Angela Merkel à 2 reprises sur la question. La chancelière aurait récusé tout espionnage économique, mais Sigmar Gabriel insiste. Si les services de renseignement allemands ont réellement participé à de l'espionnage économique, eh bien cela hypothèque gravement la confiance de l'économie allemande. Les éditorialistes allemands n'ont pas hésité à voir dans ces remarques une prise de distance du ministre vis-à-vis de sa chancelière à 2 ans des prochaines législatives. Dernier rappel des titres de l'actualité avant de vous quitter. Le CEP constitue finalement le bureau du contentieux électoral national chargé de trancher sur la quinzaine de cas de contestation de candidature aux prochaines législatives. Un verdict qui retarde la publication de la liste définitive des candidats agréés annoncée pour le 1er mai dernier. C'est Sauveur Pierre-Etienne qui représentera l'OPL aux prochaines élections présidentielles après avoir remporté les primaires du parti avec 63% des voix exprimées. Jackie Luma, lui, représentera la plateforme Vérité. Le Venezuela félicite Haïti pour sa bonne gestion des fonds générés par Petrocaribé. Une commission de haut niveau du programme a rencontré hier des responsables haïtiens autour d'un plan visant à libérer Haïti de la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Plusieurs institutions de la société civile invitent à marcher pacifiquement demain mercredi à Port-au-Prince pour contester la libération de Sonson La Familia et le Récif, accusé de kidnapping et trafic de drogue. La marche qui partira du Champ de Mars aboutira devant le siège du ministère de la Justice.
Ce 5 mai marque la journée internationale des sages-femmes, occasion pour l'Association des infirmières sages-femmes d'Haïti et ses partenaires de sensibiliser sur l'importance des sages-femmes qui ont contribué à réduire les décès maternels dans le monde de 50% en 1990. À l'étranger, les États-Unis enregistrent leur déficit le plus élevé depuis près de 6 ans et demi en mars dernier. Une baisse de capitaux due à l'augmentation des importations selon le département du commerce. L'Autriche porte plainte contre l'Allemagne pour renseignements secrets à son détriment, après les révélations sur l'espionnage présumé du renseignement allemand pour le compte des États-Unis. Voilà qui met un terme à ce journal, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.